Pambi, bonjour. Bonjour. Vous êtes administrateur principal des Alertes RDC, une année après la chute de ville de Goma, prise par les rebelles du M23. Est-ce qu'on peut faire état des lieux? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché jusqu'à aujourd'hui? Bon, merci beaucoup d'être venu nous voir. Certains appellent ça un anniversaire. Bien sûr que c'est un anniversaire, mais un anniversaire macabre, parce que nous en avons subi un coup très désastreux. Et oui, une année après la prise de Goma, et un peu plus de 3 ans, je crois, depuis la prise de Bunagana, le départ était là-bas. Aujourd'hui, si quelque chose a marché, oui, bien sûr qu'il y a eu quelque chose, il y a eu une évolution, mais la question c'est de savoir une évolution dans quel sens, selon qu'on se trouve d'un côté ou de l'autre. Une évolution plutôt négative pour nous en tant que République, en tant que nation, dans la mesure où notre pays est amputé d'un pan important de son territoire. Et nous n'avons plus de contrôle, ni administratif, ni sécuritaire, ni consort. Nous ne savons pas réellement ce qui se passe dans le chef de nos populations sur place, sinon des informations glanées ça et là au gré des intérêts. Et une évolution positive pour ceux qui occupent aujourd'hui notre pays, parce qu'ils ont entre leurs mains des outils importants pour des discussions, et des discussions qui feront qu'au bout du fil, nous, en tant que nation, nous en perdrons des plumes. Et pourquoi nous en sommes là? Nous en sommes là parce que nous n'avons pas mis en place l'intelligence nécessaire et suffisante dans la gestion de cette crise qui a commencé il y a bien des années de cela. Et malheureusement, nous nous rendons compte que jusqu'à l'heure où on est, rien ne semble être pris très au sérieux, malgré le fait que les conséquences de l'entêtement, les conséquences de mauvaises orientations des actions, puisque nous ne pouvons pas dire que rien n'est fait, les choses sont faites. Mais est-ce qu'on fait ce qu'il faut pour résoudre réellement un problème donné? Non, parce que les choses qui se font de manière, ou du moins sont teintées d'émotions, puisque certainement certains veulent faire voir que voilà, on fait quand même quelque chose, et d'autres encore en font leur fonds de commerce, et il y en a aussi qui ne voudront pas voir cette situation évoluer dans le sens de l'unité nationale, la cohésion et du développement global de notre pays. Et ça pose problème, et il faut trouver des voies et moyens réels, conséquents, qui vont nous permettre de sortir de cette situation. Et ça nous imposera un dépassement de soi d'en haut jusqu'en bas, et un sens élevé de patriotisme et de responsabilité d'État. Sinon, on est mal barré. Alors, vous dites qu'il faut trouver des moyens pour sortir de cette crise, mais le gouvernement s'était engagé depuis un certain moment dans l'option diplomatique. Vous avez suivi le dialogue de Doha, de Washington. Est-ce que cela ne suffisait pas pour récupérer la ville de Goma et aussi la ville de Bukavu qui est tombée après Goma? Si c'était possible de récupérer Goma ou Bukavu, eh bien, Uvira ne serait pas tombé. Et donc, nous l'avons dit et nous n'en dirons jamais assez, il y a deux possibilités en fait. Il y a une possibilité pour garantir l'intégrité d'un territoire national. Et le seul moyen reconnu, c'est la défense. La défense de votre propre territoire. Or, sur le plan de la défense et sécurité, nous, en tant que nation, en tant que RDC, nous avons fait preuve de beaucoup de faiblesses. Et ces faiblesses ne sont pas forcément dues aux personnes physiques volontaires, c'est-à-dire dues à nos soldats qui sont très volontaristes dans le choix de leur métier,
d'avoir choisi de pouvoir défendre leur nation, comme ça se disait autrefois, jusqu'au sacrifice suprême. Mais avant que eux ne s'acquittent au mieux de leur travail, il faudrait qu'un travail soit fait en amont. Et c'est là que les choses se gâtent, parce qu'on n'a pas mis à la disposition de nos éléments très dévoués les moyens nécessaires. Et ces moyens sont la formation d'abord adéquate, et sont des moyens matériels militairement parlant et sécuritairement parlant, et des moyens logistiques pour garantir une survie ou du moins la vie plus ou moins normale de leur famille, parce que vous n'en verrez pas un soldat au front et qui aujourd'hui a le téléphone qui est à portée de main, et qu'un soldat qui est au front apprend par téléphone que sa famille a été déguerpie ou sa femme ne reçoit pas les moyens nécessaires qui lui étaient promis pour la survie d'elle-même et des enfants. Et quelle morale auraient ces soldats? Et tous ces éléments doivent entrer en compte pour garantir l'intégrité de notre territoire. Or, il s'est fait que l'argent est détourné, c'est pas moi qui l'ai dit. Et ils volent l'argent de l'État, je ne dirais pas détourné, parce que détourné souvent en Lingala, chez nous, ou en Swahili, Chiluba, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est le vol. Et donc, l'argent de l'État est volé à longueur de journée. C'est pas moi qui l'ai dit. Si vous allez aujourd'hui, nous avons vécu une scène judiciaire spectaculaire avec l'ancien ministre de la Justice. Et avant lui, il y en a eu des caissiers nationaux qui sont passés aux aveux pour avoir volé l'argent public, mais qui jusqu'aujourd'hui sont en liberté et vaguent librement à leurs besoins macabres, et au vu et au su de tout le monde, ils sont protégés, ils sont défendus. Et j'en ai croisé un jour dans un restaurant en entrant, il était là, et moi avec mon enfant qui s'étonne pour la première fois qu'il est arrivé chez nous en RDC, et la première question: comment ça se fait que les grandes personnes volent chez nous? Et ils volent de montants extraordinaires. Et là, j'étais en face, accompagné de mon fils et de ma nièce qui venaient pour la première fois en Afrique, chez eux en RDC. Et je devrais leur dire que voilà, la personne centrale dans le vol de biens, de deniers publics chez nous est juste en face de vous. Et qu'on va manger côte à côte. Et vous comprenez un peu ce que ça fait. Alors, il faudrait qu'il y ait une discipline dans le pays et une discipline dans la gestion de la chose publique. Et ça, aujourd'hui, il n'y en a pas. Tout est en moule. Et il faut revenir à la raison. Et la raison voudra que l'on se mette assis autour d'une table. Personne ne doit donner des leçons à personne, parce que avant de regarder la pauvre qu'il y a dans l'œil de ton voisin, regarde la paille qu'il y a dans ton œil. Est-ce que tu es saint? Est-ce que tu penses que tu es capable, comme dirait Jésus, celui qui n'a pas péché, qu'il prenne le premier la pierre et lance à cette femme que vous accusez? Et on est dans cette situation-là. Donc, personne n'est saint dans ce pays. Tout le monde, tous, on a péché et nous, on a été privés de la gloire, et nous devons tous nous repentir et repartir du bon pied. Et pour ce faire, il faut un mécanisme, et ce mécanisme reste la discussion entre nous, reste ce qu'on appelle le dialogue. Et aujourd'hui, si dialogue doit y avoir ou peut y avoir, et je m'en félicite que la situation ait évolué, que le président de la République ait endossé la chose, c'est le dialogue proposé, le format proposé par la CENCO et les CC, dans la mesure où ce processus nous permettrait de remettre les choses à leur place et de mettre des garde-fous de telle sorte que lorsque nous atteindrons le cap réellement du dialogue, et que chacun sache où se tenir, et au cas où les choses n'avanceraient pas comme il se doit, qu'est-ce qui en serait comme conséquence, et dialogue, nous devrions en parler.